Pardon, alors bonjour, alors moi je vais vous présenter l'utilisation de l'AMI dans la pratique clinique en pédopsychiatrie, parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup l'AMI dans la recherche, en psychologie, et donc voilà, moi je suis psychologue clinicienne au centre hospitalier de Gonesse, et je participe à la consultation d'accueil d'adolescents en binôme avec des collègues pédopsychiatres ou psychologues. Donc on reçoit des jeunes de 12 à 18 ans qui présentent des troubles, qui sont adressés par différents services. Ils peuvent même eux-mêmes demander à être reçus. Et donc nous, on va ou les orienter ou leur faire un suivi en psychothérapie. Et donc bon, les familles et les patients sont informés que c'est dans un format de rendez-vous très limité d'accueil. Et donc je vais vous présenter une vignette clinique d'un adolescent que nous appellerons Jordan. Donc c'était un adolescent de 17 ans qui était scolarisé en terminale. Et donc voilà, donc il a été reçu dans une première consultation d'accueil avec ses parents. Alors, il présentait une symptomatologie anxieuse et tout le long de l'entretien avec les parents vont vraiment axer sur cette symptomatologie anxieuse. Il serait anxieux à cause de l'école. Il a même une anxiété anticipatoire, c'est-à-dire qu'il ne veut plus retourner à l'école, il ne veut plus être scolarisé. Et il présente donc, il a déjà été hospitalisé en fait en pédiatrie pour des troubles digestifs, donc il veut aller à la selle en permanence, etc. Mais il n'y a pas de raisons organiques qui ont été trouvées à ça. Il fait des crises d'angoisse, des réveils nocturnes, etc. Lors de cet entretien d'accueil avec les parents, c'est beaucoup la mère qui va raconter le vécu, la symptomatologie de son fils, qu'elle va mettre vraiment en lien direct avec l'école, avec la pression scolaire. Il est scolarisé dans un lycée privé, etc. Et Jordan n'arrive pas vraiment à se raconter. Voilà, il répond très succinctement aux questions qu'on lui pose. La maman va parler aussi de l'histoire familiale, où il y a eu une grande sœur d'une précédente union qui s'est suicidée à l'âge de 24 ans, donc quand Jordan avait 6 mois. Il y a un grand frère qui est dépressif, et elle dit elle-même avoir souffert de dépression maternelle autour de la naissance de son fils. Donc ensuite, nous allons le recevoir tout seul. Alors Jordan va se présenter comme un adolescent très inhibé, très introverti, très peu à l'aise dans le contact. Il veut même pas, il se dévêtit même pas, il est très inhibé. Il a beaucoup de mal à se raconter, donc chaque question, il répond par un hochement de tête, ou il dit je sais pas, ou il parle tout doucement. Et voilà, encore une fois, il attribue ses soucis anxieux vraiment complètement à cause de l'école. Mais il arrive à nous dire, il nous décrit un climat familial très rassurant, très contenant. Et quand on lui demande comment il a perçu l'entretien familial avec ses parents, il arrive à dire peu de choses. Il dit moi je sais pas, j'en pense rien. Donc voilà, on était avec notre collègue dans cette évaluation, et c'était très compliqué parce que alors il y a des collègues qui vont être plus comportementalistes et qui vont vraiment s'intéresser aux symptômes avec des questions très directives. Et là ça butait quand même parce que ça se soldait par je ne sais pas. Où il y a des collègues qui sont plus dans une approche psychodynamique. Et là les questions très ouvertes pour raconter le vécu. Ben là, en fait, il pouvait pas du tout se raconter. C'était pas possible. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'on allait, pourquoi pas passer l'AMI que j'utilise pourtant dans la recherche. Et donc bon, j'ai pris que quelques questions de l'AMI, mais la première question, donc on lui demande de présenter sa situation familiale dans l'enfance, qui vivait avec lui, est-ce qu'il y a eu des changements. Ça permet un peu de raconter voilà, des choses qui se seraient passées. Donc il dit non, je sais pas, on vivait avec mes parents, il s'est rien passé de particulier. Et donc là, on lui demande de décrire sa relation qu'il avait avec sa mère durant l'enfance. Il dit très bien, ma mère elle était toujours présente, sa mère était infirmière, elle faisait tout pour moi, elle est même passée pour travailler la nuit, pour être vraiment présente avec moi, pouvoir me chercher à l'école. Et là la fameuse question, est-ce que tu peux nous donner un exemple pour illustrer ça? Eh ben il sait pas, il se souvient pas. Il reste comme ça et il a aucun exemple. Alors là on lui dit, tu sais, tu peux donner des souvenirs même banals, d'un goûter d'anniversaire, d'une sortie scolaire. Il a pas de souvenir. Et là lui-même est étonné, il dit j'ai pas de souvenir, il n'a pas de souvenir. Et tout au long de l'AMI, toutes les questions qui sont relatives à l'enfance, où l'enfant il est susceptible d'avoir besoin d'aide ou de réassurance, comme des situations de peur, de danger, de maladie, ou des changements notables, jamais il n'évoquera sa mère, jamais. Et donc là, le professeur Minkovic vous a présenté un peu, mais je vais le faire très succinctement. Donc là, en fait, on est vraiment dans un cas où la description générale qu'il nous fait de sa mère arrive en contradiction et incohérente avec les souvenirs.
il n'a pas de souvenir spécifique, il n'évoque pas sa mère. Donc c'est voilà, je ne vais pas redéfinir l'exclusion défensive, mais il exclut de sa conscience des informations concernant des besoins d'attachement qui n'ont pas été satisfaits. Et en excluant ces informations parce qu'il se sent vulnérable et menacé, ça le protège non seulement contre la peur et l'angoisse, mais aussi ses souvenirs bloqués. Et ben en fait, ils vont lui permettre de ne pas rentrer en contradiction avec cette relation qu'il idéalise en fait de sa maman, qui était présente, qui a tout fait pour lui. Et ça lui maintient ce rôle protecteur de sa mère. Et donc en fait ce discours un peu inconsistant aussi, nous dans l'évaluation clinique, parce qu'un patient qui ne se raconte pas, on n'a pas beaucoup d'éléments pour savoir est-ce qu'il a vécu de l'insécurité ou de la sécurité. On ne sait pas en fait, dans une évaluation un peu avec des questions ouvertes, on ne sait pas, mais là ça nous donne quand même une indication. Il aurait potentiellement eu un vécu d'insécurité. Et donc là, effectivement, avec ces questions de l'ami, il y a quelque chose qui va se passer et ça va permettre petit à petit à ce patient de se raconter. Pas forcément en rapport avec les questions qu'on lui pose, mais là on est en clinique, on n'a pas besoin de rester dans toutes les questions. Et il va petit à petit nous raconter un climat très conflictuel à la maison, où le père et la mère se disputent beaucoup. Il dit ça a toujours été comme ça. Il va même évoquer un événement traumatisant de son enfance, où il va dire que sa mère a menacé avec son père un couteau. Elle l'a menacé le papa avec un couteau et que lui a dû intervenir, tout petit. Il avait 10 ans. Et il dit, ma mère menace souvent de partir, elle dit qu'elle va le quitter, elle dit qu'elle va partir, mais elle le fait jamais, qui potentiellement lui le met dans une insécurité, il sait pas trop ce qui va se passer. Et il dit, c'est vrai, je vous ai dit que ma mère venait me chercher à l'école, mais j'ai pas de souvenir, je me rappelle juste que j'étais terrifiée. Et il va se décrire lui-même, il dit j'étais un enfant sage, je faisais toujours mes devoirs, même quand j'invitais des copains, on faisait des devoirs. Voilà, il dit j'essayais de pas déranger ma mère, de la préserver. Elle pleurait déjà beaucoup, je voulais pas être un problème. Donc là, ces réactions qu'il décrit. Donc déjà, il ne fait pas appel à sa mère pour manifester sa détresse. Et aussi, il va justifier ses comportements. Il dit, la pauvre, elle avait déjà une vie très difficile, elle avait déjà eu beaucoup d'épreuves. Donc en fait, il justifie les comportements de sa mère. Et ça va l'aider lui-même à se détourner de son ressenti. Donc là encore, c'est l'exclusion défensive. Il va enlever toutes les émotions négatives pour garder tout simplement qu'une image positive de la relation avec sa mère. Et donc là, voilà, on peut aussi là noter de l'inhibition en fait chez ce patient qui va prendre toujours le point de vue de sa mère, mais pour se détacher finalement de son propre ressenti d'insécurité à lui. Ce qui est bien aussi avec l'AMI, c'est qu'on va pouvoir aussi mettre en lumière le vécu propre vraiment des deux parents. On ne va pas considérer les parents comme un bloc, mais la relation qui est propre au père est propre à la mère. Et là, en l'occurrence, quand on le questionne sur son père, le père était vraiment décrit comme un taiseux. Mais donc il dit quand on questionne sur sa relation avec son père, il dit je sais pas, mais j'aimais bien le voir. Et finalement, quand on lui demande de donner des exemples précis, il rapporte quand même des faits de sécurité. Donc, on faisait du vélo ensemble, il rentrait tard, mais il était présent. Mais il dit, mais il parlait pas beaucoup. Donc, sous-entendu qu'il n'y avait pas un partage émotionnel comme il l'aurait attendu. Et finalement, cet entretien d'amis va lui permettre de se raconter. Alors, ce qui était assez surprenant, c'est qu'il apparaissait pas du tout comme la manière dont il se décrivait, mais il se décrivait comme un garçon extraverti, joyeux, sociable, dynamique, qui aimait aider les gens. Mais cette description surprenante, finalement, c'est cette parentification qu'il a eue à la mère, ça l'a inhibé dans son système d'attachement. Et donc, il a pas pris en compte son insécurité. Après, les questions aussi très intéressantes dans la clinique de l'AMI, c'est toutes ces questions sur les séparations. Donc, on demande aux patients de raconter les séparations qui l'ont le plus marqué dans l'enfance. Comment ça s'est passé, quel âge il avait. Qu'est-ce qu'il avait ressenti? Et donc là, ce Jordan nous raconte qu'il a été en colonie de vacances à 5 ans, donc c'est quand même petit. Quand on lui demande qu'est-ce que tu as ressenti, et en plus c'était la première fois qu'il pouvait parler de son émotion, mais il disait j'étais très content, moi je les appelais pas, je m'amusais, j'étais bien. Et d'ailleurs ma mère m'appelait souvent et je voulais pas lui parler, ça me dérangeait. Donc ça aussi, ça nous donne vraiment des indications sur les séparations, sur le vécu, sur l'insécurité finalement de ces relations. Et finalement, sa position à Jordan, elle va évoluer entre la première consultation, où quand nous on l'a vu, lui il voulait vraiment venir pour avoir un aménagement scolaire. C'était vraiment centré sur ses difficultés scolaires, sa phobie scolaire, et donc il voulait qu'on lui fasse un PAI, qu'on l'aménage scolairement. Et finalement,
Et finalement, là, à la fin d'entretien, alors donc au début, il n'arrivait pas à se raconter, à la fin, il arrive à se raconter, il nous parle des événements de vie en lien avec ses relations précoces, et finalement, il finit en nous disant même les peurs qu'il a. Il dit j'ai peur de la maladie mentale en fait, je veux pas devenir fou comme ma famille. Et il nous dit qu'il aimerait bien en fait finalement se faire aider et commencer une psychothérapie. Il vous reste 5 minutes. Très bien. Et donc ces questions de l'ami, elles mettent, déjà, elles nous permettent, nous, cliniciens, de nous rendre compte que finalement, le tableau des symptômes n'est pas qu'une réaction anxiogène à la scolarité, mais c'est aussi, il est pris par des événements de son vécu familial. Et donc, en mettant en fait en lumière là, cette discordance entre ses souvenirs spécifiques et sa description générale. Oh, je sais pas, il y a une diapo qui s'est... Oui, alors voilà, c'est ma dernière diapo. Et donc, en fait... L'avantage de cet outil qui est vraiment plus utilisé dans la recherche, mais finalement dans la clinique, qui est intéressant, déjà c'est un entretien qui est assez rapide, assez simple à faire passer. Ça va nous permettre aussi de ne pas être dans des classifications standards des styles d'attachement, mais de voir vraiment le patient comme un continuum. Mais nous, en tant que professionnels, ça va nous permettre d'avoir vraiment une compréhension plus fine du fonctionnement du patient. C'est aussi... une hétéro-évaluation dans le sens où le codage qu'on va en faire échappe complètement au patient. C'est pas un questionnaire alors que dans le dépistage en pédopsychiatrie, on utilise beaucoup d'auto-questionnaires qui sont très directifs, mais finalement qui nous laissent pas peut-être pas voir tout ce qu'on voudrait voir de la relation. Comme je l'ai dit aussi, l'AMI, ça nous permet de voir la part relative à chaque figure d'attachement. Donc là, dans cette vignette clinique, les questions de l'AMI, ça a permis à ce patient de sortir de l'inhibition, de son mutisme, de raconter son quotidien, de lui-même se rendre compte de son insécurité. En fait, cette simple passation, ça lui a permis de se mettre en route pour un travail d'élaboration. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, il reste 2 minutes pour des questions éventuelles. Oui, et une petite page de publicité pour un colloque justement sur l'élaboration mentale qui aura lieu le 14 mai à Paris. Donc voilà, venez nombreux. Vous écoutez. Blaise ? Une question. Raphaël, tu as parlé de relations clés. Et puis en écoutant l'intervention de Ava, votre prénom Ava, j'ai essayé de comprendre est-ce qu'il y aurait une relation clé dans ce que vous avez présenté. Eh ben, je ne sais pas. J'ai compris que la relation avec le père finalement avait peut-être un petit côté sécure, même s'il est assez discret. La relation avec la mère, il semble qu'il y a des aspects plutôt insécures. Qu'est-ce qu'on fait avec cette idée de relation clé? Est-ce que ça a un sens là, ou bien est-ce que vous allez utiliser une relation en clinique? Vous pensez en clinique? Parce que là, je me suis exactement dit ça si j'avais pris ce patient en psychothérapie, je pense que ce qui aurait été intéressant justement, c'est de travailler sur la sécurité qu'il a pu mettre en place dans d'autres relations. Finalement, pour après peut-être arriver à l'insécurité qu'il ne peut pas encore mettre en mots sur son propre vécu de sa relation à sa mère. Et après, je ne sais pas si c'était aussi dans... Oui, et puis ça permet... Il y a la relation clé, donc est-ce qu'il y a une relation meilleure qu'une autre? Mais il y a aussi la nuance. Le fait de sortir des catégories, par exemple le cas que je vous ai présenté avant, on voyait qu'il y avait du négatif, mais il y avait aussi du positif sur lequel on pouvait s'appuyer. Le fait qu'elle puisse évoquer des choses, tout ça, c'était quelque chose de positif qu'on peut souligner, qu'on peut renforcer. Et d'ailleurs, Karine Dubois-Comtois travaille beaucoup sur le renforcement positif des bons aspects. Et donc ça permet de les identifier davantage qu'avec un système catégoriel où on ne voit pas forcément les nuances et les points d'appui. Oui, les points de travail. Je voulais juste vous poser une question, moi aussi. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais ça m'a fait penser à l'article d'André Green sur la mer morte. Je ne sais pas si vous connaissez. André Green, c'est un psychanalyste et qui a justement écrit un très
très beau travail sur la mère morte, c'est-à-dire la dépression maternelle grave, puisqu'elle a perdu un enfant alors que le petit il avait 6 mois. C'est ça. Du coup, ça induit quelque chose d'une mort psychique chez la mère. Du coup, je me suis posé la question en vous écoutant, s'il n'y a pas peut-être un travail à faire entre ces types de difficultés d'attachement, et c'est plus que la dépression maternelle, c'est peut-être la mort psychique passagère de la mère. Enfin bon, c'est peut-être un travail de recherche qui me semble intéressant. Oui, mais ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Ça a été fait par rapport à la dépression maternelle comme le point clé par rapport à la sensibilité de la mère à décoder un peu les signaux émanant du bébé. Ça ressemble à peu près à ça. Oui, Quand il y a une dépression, il y a une suppression de cette sensibilité de la mère. Mais là, on ne parle pas de mort. Hein. Non. Les psychanalystes Non, mais parlent de mort psychique, je parle bien de mort psychique. Oui, j'entends. Je plaisante. Oui, il y a pas mal d'études qui montrent que justement quand la mère elle est un peu coupée de la relation avec son bébé, que ça augmente beaucoup le risque de désorganisation, d'attachement désorganisé chez le bébé qui du coup serait tenté d'aller vers... Enfin, le souci c'est que c'est elle qui déclenche finalement une sorte de peur, d'appréhension. Donc le bébé il est poussé à aller vers elle parce que c'est elle qui est censée le rassurer, sauf que c'est elle qui fait peur et du coup il y aurait un conflit justement dans le comportement à avoir qui le mettrait qui s'ajouterait à la sécurité provoquée par et aussi d'exclusion défensive parce que le bébé quand sa mère est dépressive il va complètement inhiber ses propres besoins et se calquer à protéger et c'est exactement ce cas-là de ce Jordan, il va complètement protéger sa mère dans son discours mais déjà elle allait mal etc, il va nier ses propres besoins donc c'est Bien, merci beaucoup. Merci.